Il y a des matins où le réveil semble presque étrange. Vous ouvrez les yeux. Le plafond est toujours là. Les rideaux n'ont pas bougé. Le téléphone repose près du lit. La chambre est silencieuse, ordinaire, parfaitement réelle. Et pourtant, pendant quelques secondes, une impression demeure. Vous venez de rentrer de quelque part. Pas d'un endroit que l'on pourrait retrouver sur une carte, pas d'une ville avec une gare, un nom, une adresse, mais d'un autre monde. Un monde où vous avez peut-être marché dans une rue inconnue. Un monde où une personne oubliée vous parlait comme si vous l'aviez vue hier. Un monde où vous deviez fuir, chercher une porte, passer un examen, retrouver quelqu'un, ou simplement comprendre pourquoi vous étiez là. Puis le monde disparaît. Il ne reste qu'une sensation, une couleur, une phrase. Parfois, un visage. Parfois presque rien. Mais pendant le rêve, tout semblait vrai. C'est peut-être cela le plus troublant. Les rêves ne sont pas seulement bizarres, ils sont crédibles au moment où nous les vivons. Dans un rêve, une rue impossible peut sembler normale. Une maison de votre enfance peut s'ouvrir sur un bureau où vous n'avez jamais travaillé. Une personne peut changer de visage, et pourtant la conversation continue. Une scène peut basculer dans une autre sans explication, et le cerveau accepte. Il suit, il croit. Il habite ce monde, au moins pendant quelques instants. Alors une question apparaît, très simple, mais presque vertigineuse. Pourquoi le cerveau fait-il cela? Pourquoi, quand le corps est immobile dans un lit, le cerveau fabrique-t-il des images, des lieux, des histoires et des émotions? Pourquoi ne s'éteint-il pas simplement? Pourquoi ouvre-t-il, chaque nuit, une sorte de monde intérieur? Et si parfois nous comprenons, dans le rêve lui-même, que nous sommes en train de rêver, peut-on vraiment contrôler ce monde? Ce soir, nous allons entrer doucement dans cette question. Pas comme dans un dictionnaire des symboles, pas pour dire qu'un rêve de mer signifie toujours ceci, ou qu'un rêve de chute signifie toujours cela, et pas non plus pour transformer le rêve en preuve d'un univers parallèle. Le rêve n'est pas une preuve que nous voyageons ailleurs, mais il ressemble, par moments, à un univers privé, un univers sans matière, sans adresse, sans témoin, un univers construit par le cerveau, dans l'obscurité, pendant que le reste du corps se repose. Et peut-être que la vraie question n'est pas seulement « pourquoi rêvons-nous ?», mais aussi « qu'est-ce que le cerveau essaie de faire quand il invente la nuit ?» Nous imaginons souvent le sommeil comme une coupure. On ferme les yeux. La lumière s'éteint. Le corps devient lourd. La pensée ralentit. Et quelque part, nous avons l'impression que le cerveau se met simplement sur pause, comme un appareil que l'on aurait débranché. Mais le sommeil n'est pas une absence. Ce n'est pas un bloc noir qui dure toute la nuit. Le sommeil est plutôt une autre manière de fonctionner, une autre organisation du cerveau. On pourrait comparer cela à une ville. Pendant la journée, la ville est pleine de circulation. Les voitures passent. Les gens parlent. Les magasins ouvrent. Les messages arrivent. Les bureaux répondent. Tout est tourné vers l'extérieur. Puis vient la nuit. La rue semble plus calme. Les vitrines s'éteignent. Les fenêtres deviennent sombres, mais la ville ne meurt pas. Sous la surface, quelque chose continue. Des machines nettoient les avenues. Des équipes réparent des câbles. Des entrepôts rangent ce qui a été déplacé. Des serveurs sauvegardent des données. La ville ne fait plus la même chose. Elle fait autre chose. Le cerveau, pendant le sommeil, ressemble un peu à cela. Il reçoit moins d'informations du monde extérieur. Il répond moins aux sollicitations.
Il laisse le corps s'enfoncer dans le repos. Mais il ne disparaît pas. Il change de rythme. Au cours de la nuit, le sommeil traverse plusieurs étapes. Il y a des phases de sommeil non paradoxales, dont certaines sont profondes, lentes, réparatrices. Et il y a le sommeil paradoxal, souvent appelé REM, pour Rapid Eye Movement. Ces phases ne se présentent pas une seule fois. Elles reviennent par cycle, comme des marées. Le cerveau descend, remonte, redescend, puis traverse des moments où l'activité devient étonnamment vive. Pendant le sommeil paradoxal, les yeux bougent rapidement sous les paupières. L'activité cérébrale peut devenir intense. Le corps, lui, reste généralement très immobile. Les muscles sont comme mis en veille, en particulier pour éviter que nous ne jouions nos rêves avec le corps entier. Et c'est dans cette phase que les rêves les plus vifs, les plus visuels, les plus narratifs sont souvent rapportés. Mais il faut garder une nuance importante. On peut aussi rêver en dehors du sommeil paradoxal. Les rêves y sont souvent différents, parfois plus courts, plus proches d'une pensée, moins riches en images, moins faciles à raconter. Le sommeil paradoxal n'est donc pas la seule scène du rêve, mais il en est souvent la scène la plus éclairée. Comme si, dans la nuit, le théâtre intérieur du cerveau allumait soudain ses projecteurs. Si le sommeil paradoxal est une sorte de théâtre, une autre question arrive. D'où viennent les décors? D'où viennent les visages? D'où vient cette impression de marcher, d'entendre, de voir, de chercher? Pendant la journée, notre cerveau reçoit sans cesse des signaux. La lumière entre par les yeux. Les sons arrivent par les oreilles. La peau indique la température, la pression, le contact. Le corps indique sa position. Le cerveau rassemble tout cela. Il en fait un monde cohérent. Nous appelons ce monde la réalité. Mais la réalité que nous vivons n'est jamais simplement une copie brute de l'extérieur. C'est déjà une construction du cerveau. Une construction très fiable, bien sûr. Une construction corrigée en permanence par les sens. Mais une construction quand même. Dans le rêve, les informations extérieures sont beaucoup plus faibles. Les yeux ne regardent pas vraiment une rue. Les oreilles n'entendent pas vraiment une voix lointaine. Le corps ne marche pas vraiment dans un couloir. Et pourtant, l'expérience apparaît. Le cerveau n'a pas besoin d'une vraie rue pour produire l'impression d'une rue. Il peut réactiver des morceaux de mémoire, des formes de maison, des habitudes de déplacement, des sensations d'espace, des attentes, des émotions. Avec cela, il peut créer une scène. Pas une scène stable comme le monde extérieur, mais une scène suffisante pour que pendant quelques minutes, nous y soyons. C'est une chose très simple à dire et pourtant très étrange à imaginer. Le rêve n'est pas seulement une image, c'est une expérience habitée. Dans un rêve, vous ne voyez pas seulement une rue. Vous êtes dans la rue. Vous avez une direction. Vous cherchez quelque chose. Vous êtes en retard. Vous êtes attendu. Vous avez peur. Vous êtes soulagé. Vous ne regardez pas le rêve de loin. Vous êtes pris dedans. Le cerveau fabrique donc plus qu'un écran. Il fabrique une position pour vous dans ce monde. Un point de vue. Un corps rêvé. Une intention. Même si ce corps est flou. Même si cette intention change. Même si le décor se transforme. Le rêve donne cette impression essentielle. Je suis quelque part. Et ce quelque part n'existe que parce que le cerveau le maintient quelques instants. Les rêves sont rarement de simples copies de la journée. Ils prennent des morceaux de réalité, puis les déplacent. Ils les plient. Ils les mélangent. Ils les collent à d'autres souvenirs. Une cuisine peut devenir une gare.
Un ami peut avoir la voix d'un professeur, un couloir peut s'allonger comme s'il n'avait pas de fin. Une maison peut contenir des pièces qui n'ont jamais existé. Et pourtant, dans le rêve, nous acceptons souvent cela. Nous ne nous arrêtons pas pour vérifier le plan du bâtiment. Nous ne disons pas « ce visage a changé 3 fois en 10 secondes ». Il y a un problème. Nous continuons. Une partie de cette bizarrerie vient peut-être du fait que le cerveau ne travaille pas, pendant le rêve, avec le même équilibre que pendant l'éveil. Les régions liées aux images, aux associations, aux émotions peuvent être très actives. Les systèmes qui vérifient, qui comparent, qui contrôlent strictement la logique ne fonctionnent pas toujours avec la même force. Alors le cerveau fait ce qu'il sait très bien faire. Il cherche du sens, même quand les éléments sont incohérents. Il reçoit des fragments, un reste de conversation, une inquiétude, une image vue la veille, une émotion ancienne, une sensation du corps endormi, un bruit dans la pièce, et il tente de les relier. Comme si quelqu'un jetait sur une table des pages venues de livres différents et que le cerveau disait « Très bien, je vais en faire une histoire ». Cette histoire n'est pas toujours logique, mais elle a souvent une atmosphère. Et dans un rêve, l'atmosphère compte parfois plus que l'intrigue. On oublie le détail exact d'un lieu, mais on se souvient qu'il était inquiétant. On oublie les mots prononcés, mais on se souvient qu'on était attendu, jugé, poursuivi ou profondément soulagé. Le rêve ne raconte pas toujours les faits. Il raconte parfois la température émotionnelle d'un moment. Voilà pourquoi un rêve peut sembler absurde au réveil, mais très important pendant qu'on le vit. Il n'obéit pas aux règles du récit. Il obéit à des liens plus souterrains, des liens de mémoire, de sensations, de peur, de désir, de fatigue, de traces que le jour laisse derrière lui. Une des grandes pistes pour comprendre les rêves passe par la mémoire. Le cerveau n'enregistre pas la vie comme une caméra. Il trie. Il renforce certaines choses, il en laisse disparaître d'autres. Et il relie ce qui vient d'être vécu à ce qui existait déjà. Et une partie de ce travail continue pendant le sommeil. Ce que nous avons vécu récemment peut réapparaître dans les rêves, mais rarement sous sa forme exacte. Une petite tension au travail peut devenir un rêve d'examen. Une conversation à peine remarquée peut revenir avec un autre décor. Une image vue quelques secondes peut devenir un paysage entier. Un endroit ancien peut réapparaître non parce que nous y pensions, mais parce qu'un détail du jour a réveillé une trace. Il est possible que le rêve soit lié à ce travail de réorganisation, pas comme un dossier parfaitement rangé, plutôt comme les images qui surgissent pendant que quelqu'un range une pièce dans la pénombre. Quand on range, certains objets réapparaissent. On retrouve une photo, une lettre, un ticket, un vêtement oublié. Chaque objet porte avec lui un peu de temps, un peu d'émotion, un peu d'histoire. Le cerveau, la nuit, semble parfois faire quelque chose de semblable. Il touche une trace, puis une autre. Il rapproche deux choses qui n'étaient pas côte à côte pendant la journée. Il essaie peut-être de décider ce qui doit rester disponible, ce qui doit être intégré, ce qui peut s'effacer. Mais il ne faut pas aller trop vite. Un rêve n'est pas une traduction directe d'un souvenir. Ce n'est pas parce que vous rêvez d'une école que le rêve parle forcément. Ce n'est pas parce que vous rêvez de la mer que le cerveau vous envoie un message clair sur la mer. Les rêves ne sont pas un code universel. Ils sont plus instables, plus personnels, plus mélangés. Ce qui compte parfois, ce n'est pas l'objet du rêve, c'est la manière dont il se combine à d'autres choses. Et surtout, l'émotion qu'il porte.
Un rêve peut emprunter le décor d'un vieux lycée pour parler d'une pression actuelle. Il peut utiliser une rue ancienne pour donner une forme à une hésitation récente. Il peut faire revenir une personne non parce que cette personne est le sujet du rêve, mais parce qu'elle porte une sensation que le cerveau connaît déjà. Dans ce sens, le rêve est moins une archive qu'un atelier. Un atelier où la mémoire est déplacée. Essayée, recomposée, parfois éclairée d'une façon nouvelle. Les rêves ne sont pas seulement faits d'images, ils sont faits d'émotions. Et parfois, l'émotion survit mieux que le scénario. On se réveille sans savoir exactement ce qui s'est passé, mais on se souvient d'une inquiétude, d'une tendresse, d'une honte, d'une impression de perte, d'un soulagement. Cela n'a rien d'étonnant. La nuit, le cerveau ne traite pas seulement des informations froides, il retrouve aussi les traces affectives de la journée, ce que nous n'avons pas eu le temps de ressentir, ce que nous avons mis de côté, ce qui était trop petit pour mériter une grande discussion, mais assez fort pour laisser une marque. Une phrase mal reçue, une inquiétude discrète, une peur de décevoir, une attente, un souvenir qui revient sans prévenir. Le rêve peut donner une forme à tout cela. Pas forcément une forme claire, pas forcément une forme agréable, mais une forme. Il peut transformer une tension en poursuite, une fatigue en labyrinthe, une absence en rencontre, une peur diffuse en pièces sombres. Il ne faut pas dire que le rêve guérit tout. Ce serait trop simple. Certaines nuits sont lourdes, certains cauchemars reviennent, certaines personnes vivent des rêves qui perturbent vraiment leur repos. Mais il existe une idée importante. Le sommeil et les rêves pourraient participer à la manière dont le cerveau traite les émotions. Comme si la nuit, certaines expériences étaient rejouées dans un contexte différent, moins directement relié à l'action, moins soumis aux exigences du jour. Parfois, cela permet être de diminuer la charge émotionnelle, de garder l'information, mais de réduire un peu la brûlure. Comme si le cerveau disait « cet événement a compté, je ne vais pas l'effacer, mais je peux peut-être le déplacer. Je peux peut-être le ranger autrement. » Il y a dans cette idée quelque chose de très doux, si on la prend avec prudence. Quand nous dormons, nous ne sommes pas simplement absents. Une partie de nous continue de travailler. Pas avec des phrases claires, pas avec des décisions conscientes, mais avec des images, avec des associations, avec cette étrange capacité à transformer une émotion en scène. La nuit ne répond pas toujours, mais elle remue doucement ce qui, le jour, était resté trop serré. Tous les rêves ne sont pas calmes. Certains réveillent le corps d'un coup. Le cœur bat plus vite. La respiration change. On regarde la chambre pour vérifier que tout est normal. Les cauchemars peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Mais certains thèmes reviennent souvent. Être poursuivi, tomber, arriver en retard, se perdre, ne pas trouver une porte, ne pas pouvoir parler, ne pas être prêt. Ces rêves ont quelque chose en commun, ils parlent souvent de menaces. Pas toujours d'une menace réelle, mais d'une situation où le contrôle semble se perdre. Une hypothèse intéressante propose que certains rêves pourraient servir à simuler des dangers, comme une sorte d'entraînement interne. Dans la réalité, nous ne pouvons pas nous exposer sans cesse à des risques. Mais le cerveau pourrait, dans le rêve, rejouer des formes de menaces, sans que le corps soit réellement en danger. Il pourrait tester, recomposer, observer nos réactions,
Encore une fois, il ne faut pas transformer cette idée en explication unique. Tous les cauchemars ne sont pas des exercices utiles. Tous les rêves de poursuite ne sont pas des entraînements. Et certaines répétitions nocturnes peuvent être douloureuses, surtout lorsqu'elles sont liées à des expériences difficiles, mais cette hypothèse a une force narrative. Elle montre que même les rêves désagréables ne sont pas nécessairement de simples accidents. Ils peuvent être des formes prises par l'inquiétude, des formes prises par la vigilance, des formes prises par le besoin de comprendre ce qui échappe. Dans un cauchemar, le cerveau crée parfois un danger, mais il crée aussi un cadre autour du danger. Une scène, un couloir, une rue, une forêt, une chute. Et au réveil, le danger disparaît. Le lit est toujours là. La porte est fermée. Le sol ne s'est pas ouvert. Personne n'est dans la chambre. Le rêve a été intense, mais il n'a pas quitté le théâtre intérieur. Cela peut aider à revenir doucement, à respirer, à reconnaître que le corps a eu peur, mais qu'il est en sécurité. Le cauchemar est parfois une tempête, mais une tempête à l'intérieur de la nuit. Et même les tempêtes finissent par laisser revenir le silence. Il existe une autre chose étrange à propos des rêves. Nous pouvons les vivre avec une intensité immense, puis les perdre presque aussitôt. Au réveil, pendant quelques secondes, le rêve est là. On pourrait presque le raconter. On sent encore le lieu. On se souvient d'une porte, d'une phrase, d'un visage, d'une urgence. Puis, très vite, quelque chose se dissout. Le rêve ne disparaît pas comme un objet que l'on aurait posé quelque part. Il disparaît comme de la buée sur une vitre. On sait qu'il y avait une forme. Mais plus on essaie de la fixer, plus elle devient floue. C'est une expérience très commune. Et elle nous rappelle que le rêve n'est pas stocké comme un souvenir ordinaire. Quand nous sommes réveillés, un événement peut être attaché à beaucoup de repères. L'heure, le lieu, les personnes présentes, ce que nous avons fait avant, ce que nous avons fait après. Le monde extérieur aide le souvenir à rester accroché. Un rêve, lui, n'a pas les mêmes attaches. Il a été vécu dans un état particulier. Il n'a pas eu de vraie lumière extérieure, pas de vraies horloges, pas de continuité stable avec la chambre. Au moment du réveil, le cerveau change de mode. Il recommence à recevoir le monde. Le poids du corps dans le lit, la température de la pièce, le son du matin, la liste des choses à faire. La réalité revient avec beaucoup de force. Et le rêve, qui était très présent quelques secondes plus tôt, n'a pas toujours le temps de s'accrocher. C'est pourquoi certaines personnes se souviennent davantage de leurs rêves lorsqu'elles se réveillent doucement, ou lorsqu'elles restent immobiles quelques instants, ou lorsqu'elles notent rapidement quelques mots. Mais même là, le rêve change. Le moment où nous le racontons est déjà un deuxième moment. Nous transformons une expérience fluide en phrase. Nous choisissons un ordre. Nous donnons un début et une fin. Nous cherchons une logique. Parfois, nous ajoutons sans le vouloir des liens qui n'étaient pas aussi clairs dans le rêve. Cela ne veut pas dire que le récit est faux, mais cela veut dire qu'un rêve raconté n'est jamais exactement le rêve vécu. Il est une traduction, une reconstruction, une petite carte dessinée après avoir traversé un paysage de brouillard. Et cette fragilité fait partie de la beauté des rêves. Ils ne se laissent pas toujours posséder. Ils viennent, ils traversent, ils laissent une impression.
Puis il retourne dans une zone plus sombre de la mémoire. Pour une science pour dormir, il y a là quelque chose de précieux. Le rêve n'est pas seulement intéressant parce qu'il montre ce que le cerveau fabrique. Il est aussi intéressant parce qu'il montre ce qui échappe. Nous ne sommes pas propriétaires de toute notre vie intérieure. Une partie de ce que nous vivons en nous passe comme une lumière brève. Elle éclaire une pièce, puis elle s'éteint avant que nous ayons eu le temps d'en faire l'inventaire. Peut-être que cela peut nous rendre plus doux avec nos propres rêves. Si vous ne vous souvenez de rien, cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. Si vous ne gardez qu'une émotion, cela peut être suffisant. Si le rêve vous échappe, il n'a peut-être pas besoin d'être poursuivi. Certaines choses, dans la nuit, ne demandent pas à être capturées. Elles demandent seulement à avoir eu lieu. Dans la plupart des rêves, nous ne savons pas que nous rêvons. Nous sommes pris dans la scène. Si le rêve dit que nous sommes dans une école, nous acceptons l'école. Si le rêve dit que nous devons courir, nous courons. Si le rêve change le décor, nous suivons. Puis, parfois, quelque chose se fissure. Un détail ne tient pas. Une horloge ne donne pas la même heure 2 fois. Une porte mène à un endroit impossible. Un corps flotte. Une personne absente depuis longtemps se tient devant nous avec une évidence trop parfaite. Et soudain, une pensée apparaît. Ce n'est pas réel. Je suis en train de rêver. C'est cela, le rêve lucide. Un rêve dans lequel la personne qui rêve sait qu'elle rêve. Cette définition est simple, mais ce qu'elle implique est fascinant, parce qu'elle montre qu'il peut exister, pendant le sommeil, une forme partielle de conscience de soi. Le rêve continue, le corps dort, mais une petite lumière de lucidité s'allume. Dans certains rêves lucides, la personne peut essayer d'agir. Elle peut regarder ses mains, elle peut décider de ne pas fuir. Elle peut tenter de voler. Elle peut changer de direction. Elle peut parler à un personnage du rêve. Mais ce contrôle est rarement total. Et c'est très important. Un rêve lucide n'est pas un jeu vidéo parfaitement obéissant. Ce n'est pas un film dont on deviendrait soudain le réalisateur absolu. Le rêve garde sa propre logique. Il peut se déformer. Il peut se fermer. Il peut se dissoudre. Il peut redevenir un rêve ordinaire. Il peut même vous réveiller, simplement parce que la lucidité provoque trop d'émotions. Alors il faut dire les choses calmement. Oui, les rêves lucides existent. Oui, ils peuvent parfois permettre une forme de choix. Oui, ils ouvrent une fenêtre extraordinaire sur la conscience. Mais non, nous ne contrôlons pas entièrement nos rêves. Nous pouvons parfois toucher le volant. Mais la route, la brume, la météo, le paysage, tout cela continue de se former dans le cerveau endormi. Même dans un rêve lucide, nous ne sommes pas totalement éveillés. Nous sommes dans un état étrange, entre le sommeil et la conscience de soi, comme si au milieu du théâtre, un spectateur comprenait soudain qu'il est aussi sur scène. L'idée de contrôler ses rêves attire beaucoup. Elle donne envie. Qui ne voudrait pas interrompre un cauchemar, revoir un lieu aimé, voler au-dessus d'une ville, parler à quelqu'un que la réalité ne permet plus de rejoindre, transformer la nuit en espace d'exploration? Il existe des méthodes associées aux rêves lucides, des journaux de rêve, des habitudes de vérification de la réalité, des réveils programmés, des intentions répétées avant de dormir, des signaux sensoriels. Certaines sont étudiées, certaines peuvent aider certaines personnes, mais elles ne fonctionnent pas comme un interrupteur. Et elles ne conviennent pas à tout le monde. Surtout,
elles ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Le sommeil a besoin de continuité, de confiance, de repos. Si l'on fragmente trop la nuit pour vouloir contrôler les rêves, on risque de perdre ce que l'on cherchait au départ, un sommeil réparateur. Pour ce type de récit, il vaut donc mieux parler de contrôle avec modestie. Nous pouvons peut-être influencer les rêves. Nous pouvons parfois les reconnaître. Nous pouvons parfois changer un geste, changer une réaction. Rester au lieu de fuir. Observer au lieu de paniquer. Mais le rêve lui-même reste largement vivant, mouvant, imprévisible. Il ressemble moins à une machine qu'à une rivière. Vous pouvez y poser une main, vous pouvez sentir le courant, vous pouvez parfois orienter un peu votre mouvement, mais vous ne commandez pas toute la rivière. Et peut-être que ce n'est pas nécessaire. Peut-être que la question la plus utile n'est pas « Comment contrôler mes rêves ?» mais plutôt « Comment mieux les accueillir ?» Comment comprendre qu'ils ne sont pas toujours des messages mystérieux? Comment reconnaître qu'ils peuvent être des traces de fatigue, d'émotion, de mémoire? Comment les laisser passer sans leur donner trop de pouvoir? Un rêve peut être noté au réveil, doucement, sans l'interpréter trop vite, sans l'enfermer dans une signification unique. On peut simplement écrire « Il y avait une école, il y avait une mer, je cherchais une porte, j'avais peur, puis j'étais calme ». Parfois, cela suffit. Le rêve n'est pas un ordre, il n'est pas une prophétie. Il est peut-être une empreinte, une manière qu'a le cerveau de montrer sous forme d'image ce qui circulait déjà en nous. Pendant longtemps, le rêve a posé un problème très simple aux scientifiques. On ne peut pas facilement interroger quelqu'un pendant qu'il rêve. Si on le réveille, le rêve change déjà de statut. Il devient un souvenir. Il passe par le langage. Il se reconstruit. Il perd des détails. Il en gagne peut-être d'autres. Ce que nous racontons au réveil n'est jamais exactement le rêve lui-même. C'est le récit que nous pouvons en faire. Les rêves lucides ont ouvert une possibilité étonnante. Si une personne sait qu'elle rêve, et si elle a appris avant de dormir à envoyer un signal, elle peut parfois communiquer depuis le rêve. Pas en parlant, pas en bougeant le corps, mais avec les yeux. Pendant le sommeil paradoxal, le corps est largement immobile, mais les mouvements oculaires peuvent être enregistrés. Des chercheurs ont donc demandé à des rêveurs lucides de répondre à des questions simples par des séquences de mouvements des yeux. Par exemple, une question très simple, un petit calcul, un signal, et, depuis le rêve, une réponse. Ce n'est pas de la science-fiction au sens spectaculaire. Personne ne se promène dans le rêve de quelqu'un d'autre. Personne ne visite un univers parallèle. Mais c'est tout de même extraordinaire. Parce que cela signifie qu'un dialogue minimal peut traverser la frontière du sommeil. Le chercheur reste dehors. Le rêveur reste dedans. Et pourtant, un signe passe, comme si l'on frappait doucement à une porte derrière laquelle quelqu'un dort et que dans son rêve, cette personne trouvait le moyen de répondre. Ces expériences restent limitées. Elles demandent des conditions particulières. Elles ne transforment pas le rêve en conversation ordinaire. Mais elles déplacent une frontière. Elles montrent que le rêve n'est pas seulement une histoire racontée après coup. Il peut devenir, dans certains cas, un état mental étudié pendant qu'il se produit. Et cela change notre manière de regarder la nuit. Le sommeil n'est pas simplement l'envers de l'éveil. Il contient plusieurs formes de conscience, certaines profondes, certaines silencieuses, certaines presque inaccessibles, et parfois, très rarement, une petite ouverture. Revenons maintenant à l'image la plus forte,
Le rêve est-il un monde parallèle? Scientifiquement, il faut répondre non. Le rêve ne prouve pas l'existence d'un autre univers. Il ne prouve pas que nous quittons le corps. Il ne prouve pas que nous voyons l'avenir. Il ne prouve pas que les personnes du rêve existent ailleurs, indépendamment de nous. Ces idées sont puissantes parce qu'elles parlent à notre imagination, mais elles ne sont pas ce que la science peut affirmer. En revanche, comme métaphore, l'idée de monde parallèle est très parlante. Parce que le rêve ressemble vraiment à un monde. Il possède un espace. On peut y entrer dans une pièce, en sortir, prendre un escalier, marcher vers une lumière. Il possède des personnages, certains familiers, certains inconnus, certains impossibles. Il possède des règles, même si elles changent, même si elles se contredisent. Pendant le rêve, elles tiennent assez longtemps pour que nous y croyions. Il possède surtout une émotion, et c'est peu être cela qui lui donne son poids. Un rêve peut être incohérent, mais s'il a une émotion forte, il semble réel. Au réveil, on peut dire « c'était absurde », mais une partie du corps répond « oui, pourtant je l'ai vécu ». Le rêve est donc un monde parallèle dans un sens très intime. Pas un monde extérieur, un monde intérieur, pas un univers physique, un univers subjectif. Un monde qui n'a existé que parce qu'un cerveau endormi l'a généré. Et pourtant, pendant qu'il existait, nous étions dedans. C'est cela, la beauté étrange du rêve. Il est irréel, mais il est vécu. Il disparaît, mais il laisse une trace. Il n'a pas de matière, mais il peut modifier l'humeur d'un matin. Il ne contient peut-être pas de message secret, mais il révèle quelque chose de profond sur le cerveau. Notre expérience du monde dépend toujours d'une construction intérieure. Le jour, cette construction est guidée par le réel. La nuit, elle se fabrique avec des souvenirs, des émotions et des fragments. Et parfois, elle devient assez forte pour nous faire croire à une autre vie, pendant quelques minutes. Les rêves nous apprennent peut-être d'abord l'humilité. Nous aimons croire que notre esprit est clair, que nous savons toujours où nous sommes, que nous contrôlons nos pensées, que la réalité est solide autour de nous. Mais chaque nuit, le rêve montre autre chose. Il montre que le cerveau peut construire un monde sans demander notre avis. Il montre que la conscience peut se déplacer, se réduire, se transformer. Il montre que notre sentiment de réalité est puissant, mais pas toujours fiable. Dans le rêve, nous croyons, puis nous nous réveillons. Et cette bascule nous rappelle que l'esprit humain est plus fluide qu'il n'en a l'air. Les rêves nous apprennent aussi que la mémoire n'est pas un musée. Elle n'aligne pas les souvenirs derrière des vitrines. Elle les réactive. Elle les mélange. Elle les relie. Elle les réinvente parfois. Ce que nous appelons souvenir est déjà vivant, et le rêve en montre la version la plus libre, la plus nocturne, la plus instable. Les rêves nous apprennent enfin que les émotions cherchent des formes. Une inquiétude peut devenir une poursuite. Une attente peut devenir une gare. Une absence peut devenir une rencontre. Une pression peut devenir un examen. Le cerveau parle parfois avec des images parce que certaines choses ne sont pas encore prêtes à devenir des phrases. Cela ne veut pas dire qu'il faut interpréter chaque image, mais cela peut nous inviter à écouter plus doucement. Non pas « que signifie exactement ce rêve ?» mais « quelle atmosphère portait-il ? Quelle émotion est restée ? De quoi mon cerveau semblait-il encore occupé ? » Cette manière de regarder les rêves est moins spectaculaire, mais elle est peu,
être plus utile. Elle ne fait pas du rêve une révélation. Elle en fait un reflet mouvant, un reflet de la nuit, de la mémoire et de ce que l'on n'a pas toujours le temps de sentir le jour. Certaines personnes disent « Moi, je ne rêve jamais ». Mais le plus souvent, cela veut dire autre chose. Cela veut dire « Je ne me souviens pas de mes rêves ». La différence est importante. Le cerveau peut traverser des états propices aux rêves sans que le matin en garde une histoire claire. Un rêve peut avoir existé, puis disparaître avant d'être raconté. Il peut ne laisser aucune image, ou seulement une humeur, ou une impression de nuit pleine, mais sans souvenir précis. Cela ne rend pas le sommeil moins mystérieux. Au contraire, cela rappelle que la vie intérieure ne devient pas réelle seulement quand nous pouvons la raconter. Il y a des choses qui se passent dans le cerveau sans devenir des souvenirs disponibles. Des choses qui se réorganisent sans se présenter à la conscience. Des choses qui travaillent en silence. Donc, si vous ne vous souvenez presque jamais de vos rêves, il n'y a pas forcément de problème. Allez, votre nuit n'est pas vide pour autant. Elle peut simplement garder ces images pour elle. Il existe aussi une autre question, plus discrète. Pourquoi certains rêves reviennent-ils plusieurs fois? Pas exactement les mêmes, mais presque. La même école, le même train que l'on rate, la même porte qui ne s'ouvre pas, la même maison inconnue, mais bizarrement familière. Quand un rêve revient, on peut facilement avoir l'impression qu'il insiste, comme s'il voulait transmettre un message, ou comme s'il cachait une signification qu'il faudrait absolument déchiffrer. Mais là encore, il vaut mieux rester doux et prudent. Un rêve qui revient n'est pas forcément une prophétie. Ce n'est pas forcément une vérité secrète. Il peut simplement montrer que le cerveau repasse près d'un même paysage intérieur, un même type de peur, un même type d'attente, un même type de tension. Parfois, la vie réelle laisse une sensation sans forme claire. On se sent en retard, on se sent observé, on se sent bloqué, on se sent responsable de quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et la nuit, le cerveau cherche une image pour porter cette sensation. Alors il invente un examen, ou un couloir, ou une valise impossible à fermer, ou une porte qui résiste. Le rêve répété n'est peut-être pas une énigme à résoudre. Il est peut-être une petite vague qui revient au même endroit de la plage. Pas pour nous effrayer, mais parce que quelque chose en profondeur n'a pas encore trouvé son repos. Si un rêve revient souvent, on peut donc l'accueillir sans lui donner trop de pouvoir. On peut se demander très simplement, qu'est-ce qui, dans ma vie récente, revient avec la même couleur? Quelle inquiétude porte toujours le même poids? Quelle situation me donne encore l'impression de ne pas être prêt? Il n'est pas nécessaire de répondre tout de suite. Il suffit parfois de reconnaître la forme générale, de dire intérieurement « oui ». Il y a peut-être là une émotion qui demande un peu d'espace. Et c'est déjà beaucoup. Alors, ce soir, si un rêve vient, il n'a pas besoin d'être contrôlé. Il n'a pas besoin d'être compris tout de suite. Il n'a pas besoin d'être jugé. Il peut simplement passer, comme une lumière derrière les paupières, comme un couloir qui s'ouvre et se referme, comme une ville qui n'existe que tant que le cerveau la maintient. Le corps, lui, reste ici, dans la chambre, dans le lit, avec la respiration qui ralentit, avec les bruits du soir qui deviennent plus lointains, et le cerveau commence déjà à ranger. Il prend les fragments du jour, un visage, une phrase, une crainte, une image, un souvenir ancien. Il ne les classe pas toujours proprement. Il les fait parfois danser,
Il les transforme en rues, en portes, en vagues, en escaliers, en voies. Et pendant un moment, nous y croyons. Puis le matin arrive. Le rêve se défait. La chambre redevient la chambre. Le plafond revient à sa place. Le téléphone est toujours près du lit. Rien, en apparence, n'a changé. Et pourtant, quelque chose a eu lieu. Pas dans le monde extérieur, mais dans cette profondeur silencieuse où le cerveau continue de vivre, même quand nous ne le regardons plus. Peut-être que rêver, c'est cela. Ce n'est pas quitter la terre, ce n'est pas ouvrir une porte vers une preuve impossible. Ce n'est pas forcément recevoir un message. C'est laisser le cerveau construire pendant quelques instants une petite réalité intérieure, une réalité fragile, incohérente, émotive, parfois lumineuse, parfois sombre, mais profondément humaine. Et quand elle s'éteint, il reste le sommeil, le corps, la respiration, le calme, et cette idée simple, même dans la nuit, le cerveau ne nous abandonne pas. Il travaille doucement, il trie, il relie, il invente, puis il nous ramène, peu à peu, vers le matin.